Vous savez, quand vous rencontrez une personne qui est tellement entière, tellement honnête, tellement droite, qui a des valeurs de dingue, que vous avez juste l'impression que vous la connaissez depuis toujours parce que vous êtes complètement alignés. Et ben moi, c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui quand j'ai interviewé Florian Grill. Et pourtant, je peux vous dire que c'est une pointure puisque Florian est quand même le président de la Fédération française de rugby et puis également quand même accessoirement dirigeant d'une entreprise de plus de 200 collaborateurs qu'il a créée en 1994. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour Florian, que je trouve, comme je le disais, entier, passionné, humain. Et je vous invite de tout cœur à écouter cet épisode jusqu'au bout. On a eu des beaux moments d'émotion. On a parlé de rugby, donc sa passion, mais également d'entrepreneuriat, des liens entre le monde associatif, le monde de l'entreprise. Bref, on a brassé large, on a appris plein de choses. J'ai adoré les enseignements que Florian m'a transmis au travers de cet épisode et j'espère de tout cœur qu'il vous plaira. Si vous pouvez soutenir également son travail, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la Fédération française de rugby. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à construire, que ce soit pour vos enfants, que ce soit si vous voulez être mécène. Bref, beaucoup de choses qui sont expliquées dans l'épisode de podcast. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Florian Grill. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis enchantée. Alors, comme on le disait en préambule, je ne connais pas grand-chose au rugby, mais j'attends d'être éduquée et j'attends d'en parler en profondeur justement pour comprendre non pas juste les règles, Mmh. mais les enjeux autour du rugby. Alors pour commencer, si ça te va, Florian, j'aimerais bien remonter à ton enfance, commencer par les débuts Ouais. et que tu me parles un petit peu du jeune Florian. Comment était le jeune Florian? Dans quel milieu il a grandi? Et puis surtout, est-ce qu'il était réservé? Est-ce qu'il était déjà fan de rugby? Enfin, voilà, qui était le petit garçon qui était Florian Grill? Écoute, c'est un petit garçon dans une famille, aimante, avec, une mère incroyable parce qu'elle était entrepreneur et elle a tout transformé dans l'univers de la viticulture languedocienne, où elle est arrivée parce qu'elle a épousé mon père et voilà, elle a décidé de faire de la qualité en Languedoc, ce qui était pas la chose la plus Ouais. naturelle à cette, période-là et avec, beaucoup d'allant et un père très impressionnant qui était fils de quincaillier, à Nîmes et puis ascenseur social, il fait Polytechnique et il devient, président des Chantiers de l'Atlantique. Donc j'ai été Incroyable. entouré, d'une famille aimante, très entreprenante, dans des styles très différents, mais qu'on voyait pas forcément beaucoup. Quand tu as une, mère viticultrice et que tu habites à Paris, elle était en moyenne 2 semaines et demie par mois, à Montpellier. Mais voilà, les 4 enfants sont construits avec cet entourage-là, voilà, entreprenant et assez brillant et du coup assez impressionnant. Bah, alors justement, tu me lances une belle perche parce qu'une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi que tes parents t'aient transmises? Et là, j'ai déjà compris un peu de la méritocratie, des Ouais. valeurs d'effort, de travail. Bah, ouais, alors, en plus on est de culture protestante donc on est, très sensible au travail, à l'éthique, à la responsabilité, à la nécessité de faire ce que tu es capable de faire. Voilà, peu importe, ce que tu es capable de faire, mais ce que tu sais faire, tu dois le faire. Voilà, c'est très protestant comme, comme principe. Comment est-ce que tu tombes dans l'univers du rugby? C'était un atavisme familial? C'est arrivé par hasard? Enfin, comment est née cette passion? Est-ce que c'était tout de suite une passion aussi? Ouais, ça a été, une révélation en fait. J'avais essayé pas mal de sports et puis mon père avait fait du rugby et un jour il me dit: «Mais tu veux pas essayer le rugby?» Je devais avoir 11 ans ou 12 ans et en fait ça a été, un coup de foudre, instantané, voilà, c'est le sport qui m'allait comme un gant, c'est et puis ça a été pareil pour mon petit frère derrière. On est 2 sœurs, j'ai 2 sœurs aînées et un petit frère et mon frère et moi on a fait le rugby. En fait, ça nous a construits, c'est une deuxième famille, c'est des liens pour la vie, c'est un sport qui crée des liens de manière incroyable entre les gens. Bah, justement, j'allais te demander, pour qu'on comprenne, parce que tu as quand même dédié une grande partie de ta vie au rugby et à ce sport. Mmh. Qu'est-ce qui te fascine dans le rugby? Qu'est-ce qui, soit à l'époque, t'a touché et qui fait que tu as eu cette révélation, tu vois? Plus que pour un autre sport? C'est le seul sport, de combat, collectif, donc je pense que ça crée des amitiés et des liens entre les gens qui sont juste, incroyables. C'est un sport où il y a pas de on est extrêmement dépendants, les uns des autres. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir quelqu'un qui brille, parce que si Mmh. les gros font pas le boulot devant, les gros, on le dit de manière affectueuse chez nous, bah, derrière les 3 quarts peuvent pas briller. C'est un sport, où le collectif prime, devant tout. C'est un sport où on apprend des valeurs de respect, de solidarité, de loyauté. C'est
un sport où on sait bien faire la fête aussi. On mange, parfois un peu trop, voilà, enfin il y a c'est on dit école de rugby, école de la vie, c'est un vieux slogan, mais c'est tellement incroyable. C'est un sport qui me porte, et qui me transporte tous les jours, ouais. Et toi, tu as fait le choix à un moment donné, si je me trompe pas, donc de partir sur des études, de commerce, je crois que tu as Mmh fait HEC mh. et Et donc de prescription, laisser tomber quoi, d'une certaine manière, ouais. à ce moment-là, la passion pour le rugby? Parce que j'ai l'impression que les 2 étaient pas forcément 100 compatibles. Non, enfin, en l'occurrence, j'étais en prépa et on a été à cette époque-là vice-champion de France, junior et j'étais capitaine de l'équipe et Pas j'avais mal, alors juste que dit, tu devais pas mal bosser en voilà. parallèle. Alors que je m'entraînais 3 fois par semaine en prépa, les gens me disaient: «Tu es complètement fou», mais ouais, moi j'avais besoin de cet équilibre, Mmh. le rugby faisait partie de ma vie et ouais, j'avais juste dit à l'équipe: «Bah, si jamais on va en finale», ce qui est le truc totalement improbable, bah, je pourrais pas la faire et parce que le lendemain, j'avais les euros Ah, d'HEC et donc j'ai pas fait la donc j'étais c'est pas capitaine vrai, sur le banc de touche sans faire la incroyable. finale. J'avais pas joué la demi-finale non plus pour Et le tu pas voulu la faire, la finale? non, je suis resté, ferme dans ma tête. Après, voilà, forcément, tu y penses après, mais quand tu es gamin, tu joues au rugby, tu sais pas le niveau auquel tu joues, enfin, tu te rends pas vraiment compte du niveau auquel tu joues et de l'importance du truc et en fait, j'ai jamais joué d'autres finales de ma vie, donc j'ai jamais eu de titre de champion de Mmh. France et après, effectivement, bah, après j'ai voulu continuer à jouer au PUC, à l'époque, le Paris Université Club. J'ai voulu continuer HEC et le PUC en parallèle et bah, Jouillan, Josas, la Cipale qui est de l'autre côté de Paris, moi j'ai fini par exploser, puis je suis devenu président du bureau des élèves, etc. Donc après j'ai arrêté le Donc tu as gardé rugby. le côté fêtard quand même? Ah, le côté fêtard, je l'ai jamais perdu, ouais. Surtout Hem, au PUC, qui est un club connu pour le côté c'est fêtard. vrai. Mm. Avant qu'on rentre dans ta carrière de dirigeant d'entreprise, parce que j'aimerais en parler et notamment des liens avec le rugby aussi. Hem, est-ce qu'il y a un moment qui t'a particulièrement marqué, dans ton sport? Un moment, un souvenir, tu vois? Heu, s'il y avait un souvenir d'une certaine manière lié au rugby, qu'est-ce que ça serait te concernant? C'est des souvenirs qui sont presque pas racontables, c'est des souvenirs de bénévoles comme dirigeants, c'est des moments où tu remets des médailles à un dirigeant et puis qui font en larmes devant toi, voilà, c'est ce genre de souvenirs-là. Ouais, je te remercie de les partager. Justement, on sent que c'est un sport d'émotion, le rugby et ça, en fait, je trouve ça assez fascinant parce que je t'ai dit en préambule que j'y connais pas grand-chose et pour moi, l'image du rugbyman, c'est un peu, le bonhomme avec des gros biscottos, mais aussi Ouais. un très gros cœur et tu vois, c'est marrant parce que je trouve que le foot, par exemple, n'a pas du tout cette image-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mmh. Mais on sent que le rugby, c'est un truc de terrien, c'est un sport en fait où on s'investit en fait émotionnellement. Est-ce que Mmh. je me trompe en disant ça? Est-ce que j'ai l'impression que tu en es la Mon preuve même? émotion mon émotion le prouve. Ouais. Non, c'est un sport, qui construit en fait, moi, j'ai ma petite formule, je dis: «Au rugby, on transforme pas que, les essais, on transforme les personnes» et je pense que c'est un sport qui apporte incroyablement aux gens. C'est pour ça que je dis, aux parents: «Mettez vos enfants dans les écoles de rugby» parce que ils vont apprendre des valeurs incroyables, ils vont apprendre ce lien de solidarité, ils vont apprendre, cette interdépendance entre les gens, ils vont apprendre à se construire, ils vont prendre confiance en eux, ils vont apprendre ce lien indéfectible qui existe entre les gens et donc voilà, donc c'est un sport qui est bien au-delà d'un sport. D'ailleurs, c'est le seul sport qui a été inventé à l'école pour ses valeurs, éducatives, pour ses valeurs pédagogiques, Il a été inventé il a à été l'école. inventé il y a 200 ans, voilà. Alors au début, c'était, pour des mâles blancs bien éduqués, et puis ça s'est ouvert à la société parce que c'était inventé au collège de rugby il y a 200 ans. D'accord, On a je savais fêté le pas. bicentenaire du rugby pour des mâles blancs bien éduqués, puis ça s'est ouvert à la diversité, et puis ensuite ça s'est considérablement féminisé. Aujourd'hui, on a une accélération du rugby féminin qui est complètement folle. Et puis c'est un sport qui est maintenant en avance sur des sujets sociétaux, qui lutte contre l'homophobie, contre le racisme, etc. Il y a vraiment je pense que le rugby est capable de passer des messages aux gens. Et pour moi, le Mmh. rugby, c'est pas un enjeu sportif, c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu de société. Et c'est pour ça que je me bats pour que le rugby se développe dans la société française. Voilà. Il y a pas Et mal voire d'idées au-delà. il y a pas mal d'idées reçues, excuse-moi, je t'ai interrompu sur le rugby et notamment, donc effectivement que c'est pas du tout un sport féminin Mhm. et puis d'autre part que c'est un sport où on se fait mal et donc qui est dangereux. Mhm. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ces idées reçues? Est-ce qu'elles ont un fond de légitimité? Est-ce que tu penses qu'en fait, elles doivent être battues en brèche? Enfin, quel est ton point de vue?
Non, je pense que, d'abord on fait, beaucoup évoluer le rugby en faisant évoluer les règles du rugby pour, protéger les pratiquants. Le rugby est dans les écoles de rugby est pas dangereux, c'est-à-dire qu'on a d'abord un apprentissage très progressif du contact, on a fait évoluer les règles, on a introduit ce qu'on appelait le toucher 2 secondes et donc une pratique plus à toucher avant que le plaquage, arrive. D'accord. Et franchement, le rugby est plus impressionnant de l'extérieur Ah ouais? qu'il ne l'est de l'intérieur, mais ça nous va bien, le rugbyman. On aime bien le côté un peu caché du rugby, et le fait qu'il y ait une forme d'initiation et de découverte Mmh. pour arriver au rugby. Donc, non, en plus, on a plein de formes de rugby. En plus, on a un rugby à 5, sans choc, sans plaquage, basé sur la passe et l'évitement, et qui peut se jouer en mixité sans aucune difficulté. On est en train de faire évoluer les règles du rugby loisir pour le permettre en mixité aussi, même un rugby plaqué, mais qui puisse se pratiquer en mixité. On a le rugby à 7, on a le rugby à 15, on a plein de formes de rugby. Et le rugby qu'on voit à la télé, c'est pas le rugby que les enfants jouent dans les écoles de rugby. Mmh. Donc, en fait, le rugby, il est vraiment ouvert à tout le monde et on peut jouer avec le 5 notamment au rugby jusqu'à 70 ans sans problème. Incroyable. Tu disais tout à l'heure, pour moi le rugby, ce qui compte de faire passer comme message, c'est que c'est pas juste un sport en fait, Mmh, c'est vraiment un enjeu de société mmh. et tu as commencé tout à l'heure à en parler un peu. Je veux bien qu'on revienne sur ce sujet parce que c'est clairement pas une évidence, pour, des personnes qui n'y connaissent rien au rugby. Mmh. Justement alors, pour toi, quel est le rôle que le rugby pourrait avoir par exemple en éducation? Ouais. Bah, enfin déjà, le rugby, j'aurais envie de parler du club de rugby, parce qu'il y a cette notion de club. Moi, je suis très attentif au sport qu'on appelle le sport fédéré, le sport qui rassemble des gens de toutes les origines, de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les religions, et cetera. Le rugby, il développe les valeurs que j'expliquais, de respect, de solidarité, de loyauté, de fête, d'esprit d'équipe, et cetera, inventées à l'école. Pour moi, le rugby, il apporte des choses qui peuvent transformer les personnes et qui font du bien à la société. On a vécu 8 semaines de Coupe du Monde, juste incroyable, parce que pendant 8 semaines, on a vu que les gens faisaient nation, que les gens étaient heureux, qu'on Mmh. pouvait mélanger les gens dans les stades, qu'il y avait des scènes de fraternité incroyables. Moi, j'ai fait le tour des forces de l'ordre avant et après les matchs. Ils me disent, mais président, c'est juste incroyable. Un match de rugby, il se passe rien en fait. Les gens prennent des photos avec les forces de police, enfin voilà, et même s'ils boivent des coups, hein, parce qu'au Incroyable. rugby, on sait boire des coups. Donc moi, je pense que cette dimension éducative du rugby, elle est essentielle à la société. Qui peut dire que le respect n'est pas essentiel dans la société? La société, elle s'est longtemps organisée autour de clochers. C'est moins le cas. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est factuel de le dire. Aujourd'hui, le club sportif au sens large, mais le club de rugby en particulier, il a quelque chose à apporter à la société. Et moi, je pense que cette dimension éducative, elle est majeure. Mais aujourd'hui, il y a 2000 clubs de rugby en France. Il y a 13 000 clubs de foot. Il y a 50 000 écoles. En fait, on est une goutte d'eau dans un océan. Moi, j'ai besoin de convaincre les collectivités, les régions, les conseils départementaux, les communes d'investir dans le rugby. 2000 clubs de rugby, 13 000 clubs de foot. On est le deuxième sport en France en médiatisation. On talonne le foot. On n'est que le Mmh. 10e en nombre de licenciés. Le foot, il est 1 et 1. Donc, il faut investir dans le rugby Et tu l'expliques comment ça? parce qu'il n'y a pas d'installation. Je prends l'exemple de la pratique Mmh. féminine. Il y a des filles qui font pas de rugby, pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais parce qu'elles n'ont pas de solution de proximité, parce qu'il n'y a pas de vestiaire pour permettre la pratique des filles déjà dans les 2000 clubs existants. Ouais. Parce qu'il y a une tradition football qui est, moi je trouve ça très bien, hein, le football, j'ai rien contre le football, mais en fait, quand tu vois ce que le rugby peut apporter, il faut que le rugby se développe et donc il faut que les collectivités nous aident à créer des antennes d'écoles de rugby dans les plus petits villages, dans les plus petites zones, pour que la pratique du rugby soit accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, on a fait une étude de géolocalisation des licenciés qui montre que si le club est selon qu'il soit à moins de 10 km ou à plus de 20 km, on divise par 3 le taux de Bah, ouais, pénétration. Donc en fait, c'est le premier critère de la pratique, c'est la c'est proximité. Et sûr. si on veut que le rugby diffuse tout le bien qu'il peut faire à la société, dans la société, bah, il faut que la collectivité, l'État, les régions, les départements investissent, les villes investissent dans le rugby parce que le rugby développe des belles valeurs et elles sont essentielles. Voilà, Bah ça c'est pour la partie éducative. là où je te rejoins en plus, c'est qu'on a plein d'études là en ce moment qui montrent à quel point, notamment les populations plus jeunes, souffrent de solitude.
Parce que, bah, comme tu disais, hein, il y a plus de cochers, il y a plus de clochers, il y a plus d'associatifs et il y a moins aussi de liens familial, honnêtement et beaucoup de réseaux sociaux, où on est un peu seul sur son téléphone, quoi. Alors oui, on a peut-être 100 000 followers sur Instagram, mais on peut être assez seul et j'ai l'impression que le rugby, justement, c'est l'anti-solitude Bah, au c'est ça. sens où voilà, on est, en Mais fait, je vais te dans un donner groupe. un exemple, qui me frappe, l'obésité. On nous dit, grande cause nationale, coût annoncé pour la collectivité 10,7 milliards. En plus, tu as un vrai lien entre obésité et harcèlement scolaire. Tu as un vrai lien entre Mmh. obésité et pauvreté. Nous, au rugby, on a un des rares sports où le fait d'être en surpoids, pour un gamin ou une gamine, c'est pas un problème. Et le gamin ou la gamine qui va venir chez nous, on va l'accueillir comme dans une deuxième famille. Il va se sentir, il ou elle va se sentir bien parce que Valoriser. valorisé. Mmh. Et puis il aura une pratique sportive. Et en fait, dans ce pays, on a toujours tendance à traiter les problématiques a posteriori. Mais moi, je dis, mais allons-y, que les médecins nous envoient les gamins ou les gamines en surpoids. On a une vraie capacité d'accueil. Ils vont y trouver une deuxième famille. Ils se sentiront mieux dans leur peau. Mmh. Je rêverais qu'on fasse un sport bonds à la française, comme il y a les social bonds ou les green bonds, tu sais, où on investit avec des obligations, et il y a une forme de remboursement de l'État si on a un impact positif. Moi, je garantis un impact positif sur des gamins ou des gamines en surpoids si on les met dans les clubs de rugby. Mais on a parlé du volet éducatif, mais le volet citoyen du rugby, il est dingue. Sur 1950 clubs en France, on a une cinquantaine de clubs qui ont des sections de rugby adaptées pour des gamins en situation de handicap, parce que le handicap fait partie de la vie et qu'il a sa place dans les clubs. On a plus de 100 clubs qui ont des sections de rugby santé pour des femmes en rémission du cancer du sein, Ah, parce que faire des passes mais fait travailler le haut incroyable! du corps, accélère la rémission. On va dans les quartiers prioritaires de ville, on va dans les zones de revitalisation rurale, on fait des job dating pour des demandeurs d'emploi longue durée. En fait, les clubs de rugby sont des acteurs majeurs de citoyenneté locale. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de transformer la Fédé en fédération à mission, d'assumer le rôle Mmh. sociétal et éducatif, en plus du rôle sportif, qui est une évidence et qu'on voit à la télé. Mais cette partie cachée, je veux la mettre en avant, parce qu'on l'a fait, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, mais on ne l'a dit pas assez. Un truc aussi hyper intéressant que j'ai lu, quand je faisais mes recherches sur toi, c'est que l'un de tes combats, c'est que tu veux vraiment relancer le rugby amateur Ouais. versus le rugby professionnel. Parce que, Mm. parce que oui, le rugby pro, on le voit à la télé, mais en fait, ce que tu dis, c'est il y a aussi un autre rugby qui est beaucoup plus peut-être accessible parce qu'on va pas se fracasser la tête, on va pas se faire mal et cetera. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'oppose pas les deux. Moi, je trouve que le rugby pro, il contribue au développement du rugby dans le pays, il maille le Qui a territoire. sa visibilité C'est aussi. la visibilité. Ouais. La Fédé gère les équipes de France, la Fédération française de rugby que je préside gère les équipes de France et tout le rugby amateur, et on a délégué la gestion du rugby pro, top 14 et pro D2, à la Ligue nationale de rugby. Donc j'oppose pas les deux, et au contraire, on doit travailler main dans la main. Mais c'est vrai que la partie cachée, 95% du rugby, c'est le rugby amateur. Et ce rugby qui maille le territoire avec seulement 2000 clubs quand il y en a 13 000 au foot, et donc ça, il faut le développer au moins avec des antennes. Ce rugby-là, il fait un boulot phénoménal. Et moi, Mmh. ma responsabilité, c'est de servir de tête de réseau avec la Fédération française de rugby pour irriguer, aider les clubs, les ligues régionales, les comités départementaux et les clubs qui font le boulot, pas seulement du sportif, mais aussi de l'éducatif et du citoyen. Et tu vois, le modèle traditionnel du rugby, c'est les droits télé et les revenus marketing. Et moi, c'est un modèle qui va continuer à exister, mais c'est un modèle qui manque un peu de sens. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire à la Fédération française de rugby, c'est développer ce qu'on appelle la fédération à mission, assumer le rôle éducatif et citoyen, et aller chercher de l'argent public sur l'obésité, sur le cancer, du mécénat auprès d'entreprises pour alimenter les clubs qui font le boulot de l'éducation et de la citoyenneté et qui s'investissent localement. Moi, je crois que toutes les batailles se gagnent localement. Je crois au Mmh. local, je crois à l'action locale de proximité. Les grands plans nationaux, ça m'intéresse pas beaucoup. Les micro-actions locales qui créent du lien et qui permettent aux gens de se connaître, de se rencontrer et de s'aider, je crois à ça. Et ça, c'est la magie du rugby. Comment est-ce qu'on devient, président de la Fédération française de rugby? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est un peu, en fait, moi, je suis un bénévole enfin, après avoir été joueur. Quand mon fils, j'ai une fille qui est cavalière, qui d'ailleurs au passage prend plus de risques que mon fils qui est Mmh. rugbyman, a voulu faire du rugby, bah,
je me suis dit: «Bon, bah, je vais l'amener» et en fait, ma femme me dit: «Il faut absolument que tu fasses du sport donc tiens, tu qu'à ne pas l'amener au PUC, l'amener à l'ACBB qui est un autre club qui est en bordure de Seine, comme ça tu pourras faire de l'aviron parce que sinon tu vas m'embêter, te connaissant, tu as besoin de» et en fait, je suis arrivé au premier entraînement, il n'y avait pas d'entraîneur et donc les mecs m'ont vu, ils m'ont dit: «Mais tu veux pas entraîner?» Et donc Trop drôle. ouais, je suis devenu dirigeant bénévole de l'école de rugby, puis des cadets, puis des juniors, puis dirigeant des seniors et puis un jour on m'a dit: «Tu veux pas rentrer au Mais donc, bureau?» attends, juste pour que je comprenne, ça veut dire que tu les coachais? Ouais, enfin, après tu fais tout. Tu portes les bouteilles d'eau, tu remplis les feuilles de match, tu transportes les gamins, t'attends les parents à l'arrivée du bus. Enfin, tu fais ton travail de bénévole, comme il y en a des milliers. Je suis un parmi, Mmh. des centaines de milliers. On n'imagine pas à quel point le bénévolat, tisse la France, et fait vivre la France, et au niveau, local et cetera et puis, bah, voilà et puis un jour on m'a dit: «Tu veux pas devenir, président?» Et en fait, j'ai été pris dans le truc, je suis devenu président du club et puis après, j'ai rencontré un ancien président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, qui m'a dit: «Écoute Florian, il faudrait que tu ailles à la Ligue Île-de-France de rugby», c'était le comité à l'époque, enfin peu importe et donc il me bombarde vice-président et puis en fait, j'en suis devenu président et après je suis devenu président de la Fédération française de rugby avec une vraie vision autour de cette dimension, cette volonté de faire de la fédération une fédération à mission, dans la délégation de service public qui est la nôtre, d'assumer bien au-delà du rôle sportif et de considérer que le rugby a quelque chose à apporter à la société et ça, c'est vraiment ma conviction profonde et si on peut la contribuer à la rendre un peu meilleure, bah, c'est pas mal. Tu fais ça depuis combien d'années maintenant? Toujours. Depuis l'âge de 12 ans, non, enfin 12 ans, depuis l'âge de 11 ans ou 12 ans comme joueur et j'ai 58 ans, hein, donc Mmh. j'ai transformé mon activité de joueur. Le rugby fait partie de ma vie depuis toujours. En prépa, je faisais du rugby 3 fois par semaine. Quand j'ai créé mon entreprise, ben, j'étais dirigeant, Et rugbyman. et rugby et alors j'ai été, encore un peu rugbyman et puis après j'ai été, Ouais. dirigeant, j'ai passé toute ma vie sur les terrains de rugby, tous les week-ends, je sais pas, je fais ça depuis toujours. Mais tu vois, ça, je trouve ça, passionnant parce que, bon, moi, je suis un peu dans un cas similaire au sens où j'ai plusieurs activités et je sais à quel point c'est difficile, mais quand on aime, on ne compte pas, comme j'aime C'est bien ça. dire et du coup, bah, on se donne les moyens de le faire quand même. Mais pour les personnes qui nous écoutent, je veux bien que tu me parles un peu, peut-être des, compromis ou des sacrifices que tu as dû faire pour mêler de front ces 2 activités. Donc pour rappel, ben, là, aujourd'hui, le job quand même très important, très médiatique en plus de président de la Fédération française de rugby et en parallèle, faut quand même le dire, dirigeant d'une entreprise de combien de personnes maintenant? C'est énorme en Un plus. 250, un Bah, peu moins de 250 250, personnes ouais. quand même. Donc ça se fait pas, tout seul tout ça. J'ai pas le sentiment d'avoir fait, des sacrifices. J'ai la chance d'avoir une femme qui me suit dans mes dans mes projets depuis tout le temps et puis qui les vit avec moi aussi. En fait, je pense que dans la vie, l'enjeu, c'est l'alignement. Donc, en fait, si on est aligné, il y a pas si on est cohérent avec ce qu'on est, si on est cohérent avec, ses envies, si on fait ce qui s'impose à vous, finalement, il y a pas de sacrifice. Il y a eu des moments quand même où tu t'es Bien posé des sûr, questions dans un sens ou dans l'autre, tu vois? Genre: «Je vais pas réussir à mener les 2 de front». il y a oui, ah bah, d'abord, il y a eu des moments d'échec. Moi, j'ai créé ma société en 94, en 2000, il y a eu la bulle internet, on a failli déposer le bilan. Donc, Mmh. Ah ouais, quand voilà, même. donc on est Parce beaucoup que la beau boîte était assez jeune encore à à l'époque? 94, ouais, Ouais. elle avait un peu plus de 6 ans. En 2001, c'est l'explosion de la Enfin, bulle internet. mais planter sa boîte au bout de 6 7 ans, c'est dur quand même. Ouais, c'était, bah, là, j'ai été caution perso, j'ai hypothéqué ma maison, enfin notre maison, avec, l'accord de ma femme qui me dit: «J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance». C'est une sainte. Et puis on a mis 3 ans à regagner des sous, et 6 ans à sortir des cautions perso, on a fait tout ce qu'on t'explique qu'il faut pas faire quand tu es entrepreneur, c'est la caution perso, mais quand tu as pas le choix, tu as pas le choix. Ouais. Et puis on a redressé le biniou avec des managers qui se sont pas mis, les cendriers à la figure et qui ont voilà, on a réussi à reconstruire. Puis bah, puis après la boîte mais je pense que ça épaissit la peau, enfin, c'est ce genre de difficultés te construit, aussi. Et puis pareil au rugby, en fait, quand je me suis lancé dans cette histoire de campagne à la présidence, bah, c'est des gens qui sont venus me chercher et qui m'ont dit: «Florian, faut y aller» et Oui, cetera. c'est même pas toi qui as, spontanément demandé, Non, quoi. bah, mais en fait, quand Pierre Camus m'a appelé Bernard Laporte fait campagne contre Pierre Camus et Pierre m'appelle en me disant: «Viens me filer un coup de main»,
Et je lui dis: «Bon, écoute, je veux bien, mais il faut changer plein de trucs à la fédé». Il me dit: «Mais viens, il y a pas de problème» et cetera, et je lui demande rien et contre toute attente, il me met, 4e sur sa liste. Donc je me retrouve élu pour la première fois, avec Bernard Laporte comme président. J'ai pas d'avis sur Bernard Laporte parce que je le connais objectivement pas. Je suis un no name, je suis un bénévole du rugby, Ouais. mais simplement je suis un patron de PME, je lis les dossiers, je rentre dans les détails, j'essaye de comprendre et j'hésite pas à donner mon avis, quand je pense qu'il faut le donner. Et puis, en fait, bah, assez vite, j'ai vu des choses qui me convenaient pas, je me suis retrouvé un peu dans un rôle, entre guillemets, «d'opposant». J'aime pas ça parce que pour moi, il faut pas politiser le Non, mais rugby. juste dire les choses, quoi. Mais j'ai dit ce que je pensais et puis après j'ai fait campagne. À partir du moment où on a fait campagne avec toute l'équipe qui m'a entouré, on a décidé de faire une vraie campagne et de se donner les moyens de gagner, et c'est ce qu'on a fini par faire. Ce En lien échouant la première fois, ouais. à 13 clubs d'écart, sur 1950. Mais on s'est marré parce que quand on va voir les clubs, bah, enfin moi c'est ce que j'ai fait toute ma vie, donc j'aime voir les gens, j'aime aller discuter avec les bénévoles, j'aime la nappe en papier, j'aime même le vin qui est pas Le bon, petit peu mais de la rouge. gentillesse qu'il y a autour. Je suis devenu une encyclopédie du saucisson français parce que je connais tous les saucissons de France et de Navarre. Voilà, mais j'aime les bénévoles, j'aime les gens qui font tourner les clubs parce que c'est ma famille. Le fait d'avoir été, dirigeant de PME et donc, comme tu dis, bah, tu ouvres les dossiers, tu regardes les chiffres, ce qui est pas, on peut se le dire, toujours le cas de notamment nos hommes politiques qui regardent les chiffres, mais ont pas forcément, bah, l'expérience, on va dire, terrain, tu vois, Mm. privé. Est-ce que ça a été pour toi un avantage, un atout justement dans ce deuxième job, dans cette deuxième vie? Moi, je pense que le fait de connaître le monde du rugby et le monde des clubs, je vais inverser La question? voilà, a été un grand avantage dans la vie de Ah! l'entreprise. Parce que je pense que la vie associative, et c'est ce que j'essaie de construire dans ma vie, d'entrepreneur, c'est l'éloge du temps long. C'est la nécessité de la pédagogie. C'est l'acceptation, des différences parce que dans les bénévoles, il y a tous les profils. Il n'y a pas que des chefs d'entreprise, Ça, c'est hyper diplômés, intéressant. Mmh. et tu vois, dans mon entreprise, j'ai toujours refusé le diktat du quarter. Quand il y a eu la Covid, on a perdu 20 d'activité, on a gardé tout le monde, mais c'est pas les bisounours, hein. On a rebondi 10 fois plus vite et on a grandi 10 fois plus vite, derrière, et parce qu'on a créé, une force du collectif qui me paraît extrêmement importante. Donc moi, à un moment, on a eu des fonds d'investissement qui sont rentrés chez nous. Bon, bah, on a fini par reprendre et dire, mais non, mais en fait, nous, on a envie de faire une entreprise comme elle nous correspond. C'est-à-dire, bah, c'est pas le résultat est une conséquence, c'est pas un objectif. Mmh. L'objectif, c'est la force humaine qu'il y a dans l'organisation, et le résultat est une conséquence de ce qu'on fait. Et puis, bah, il y a des années qui sont très bonnes, et puis il y a des années qui sont éventuellement moins bonnes. Et alors? En quoi ça change ma vie? Heu voilà, je pense que, et ça, l'apprentissage de ça, d'une forme qui est aussi, bon, je suis d'une famille de viticulteurs, depuis, 6 générations, c'est aussi l'apprentissage du temps long, l'apprentissage du choc de la météo, d'une année plus difficile, d'une année moins bonne, et cetera. Je pense que ça fait partie de l'ADN qu'on porte et qu'on développe, et je pense que, Mais voilà, c'est la tellement pas commun viticulture, comme discours actuellement, tu vois? Je suis désolée, je t'ai bah, interrompu, mais c'est pas je veux grave. dire, c'est tellement pas si tu veux, c'est tellement pas ce qu'on entend dans les médias. Enfin, aujourd'hui, c'est la croissance, la croissance, la croissance et moi-même, hein, j'ai envie d'avoir une boîte qui grandit le plus vite possible, bien Mmh, sûr. Mais comme tu le dis, bah, en fait, le viticulteur, il sait très bien que l'année où tu as une mauvaise météo, mais en fait, il peut rien faire. c'est ça. Bah, oui, bah, c'est peut-être pas commun, mais en fait, c'est avec, les équipes qui m'entourent, que ce soit chez Ecospirit, ma société, ou à la fédé, ou ma sœur qui gère la propriété viticole. On sait que on sait qu'il y a en fait, il faut assumer ces aléas, ce temps long, la nécessité d'investir sur le long terme, d'avoir des organisations apaisées, où les gens se sentent bien. Et en fait, c'est pas du tout des choix de bisounours. Tu vois, dans l'entreprise, chez nous, je prends l'exemple de Cospirit, la durée moyenne des collaborateurs dans l'entreprise, elle est 4 ans supérieure à la moyenne marché des agences médias. Notre métier, c'est un métier d'agence média. Et c'est pareil pour les clients. Donc en fait, tu es très gagnant, d'avoir une stratégie,
qui mise sur les gens, encore plus dans un métier de Oui. service, où l'expertise est un enjeu important. Donc je pense que les gens, les équipes, elles sont fières de porter ça. Donc, bah, il y a des années moins bonnes et puis il y a des années meilleures. Et l'important, par contre, c'est de toujours innover. C'est dans des stratégies de croissance quand même, parce que c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant. Et que ça crée des opportunités pour les équipes. Mais je pense que voilà, donc je pense que la vie associative apprend beaucoup à la vie de l'entreprise, plus que l'inverse. Ben c'est très intéressant et je te remercie de m'avoir, recadré parce qu'en fait, non mais sincèrement tu as eu raison parce que c'était pas une évidence et sincèrement je l'aurais pas pensé et le fait que tu me le dises, ça fait tilt. Est-ce que tu as d'autres, exemples, ou ouais d'enseignements dont on pourrait tirer de ta vie associative ou de la vie associative pour le monde de l'entreprise? Bah, alors non, je vais faire un parallèle avec le rugby. Le rugby, il a cette particularité que tu te fais des passes en arrière pour avancer. Mmh. Et j'ai toujours trouvé que cette métaphore-là, elle était très intéressante, à la fois sur une forme de, tu vois, quand on parle de devoir de mémoire, de bien être conscient d'où on vient, du passé, etc., pour construire l'avenir. Voilà, je fais souvent le parallèle avec ça parce que parfois, on a toujours le sentiment qu'on est entièrement penché vers demain, Mmh. qu'on oublie d'où on vient, les racines, l'ADN, les devoirs de mémoire. Avoir conscience que on n'est que de passage et que finalement les organisations, les institutions, même les entreprises existent par-delà les personnes. Donc, moi, je suis en train, dans ma boîte, de gérer bon, je suis appelé tous les ans par les grands groupes médias qui veulent racheter, Bah, il y a mais énormément d'acquisitions externes en plus dans ton oui, secteur. ouais, donc moi, j'aurais pu vendre 50 fois, mais c'est pas mon sujet. En fait, mon sujet, c'est de transmettre, aux équipes. C'est de garder, parce que je sais que ce modèle qui n'est pas le modèle du quarter et cetera, n'est pas un modèle qui va se fondre dans les grands groupes internationaux avec, la vision, de Mmh. la cotation boursière, de la nécessité de tenir les objectifs, et si le quarter 1 a fait un bon résultat, et bah, il faut que le quarter 2 fasse un meilleur résultat. Je pense que c'est antinomique avec les notions d'investissement, de gestion dans le temps, et donc moi je préfère un modèle plus indépendant. Et puis et puis j'ai envie de le faire perdurer, mais de le faire perdurer avec les équipes qui sont rentrées dans le système et puis qui ont envie de porter ce modèle un peu différent. Après, il y a plein de gens qui font comme Oui. ça, là, c'est des entreprises familiales, J'en fais partie. voilà, sont connues pour avoir plus ce style-là, donc ça a rien d'exceptionnel non plus. Mais en tout cas, c'est le modèle auquel je crois. Ouais, mais ça a rien d'exceptionnel parce qu'en réalité, je pense que c'est même la majorité dans le monde des entreprises, mais c'est tellement pas ce qui est dans l'air du temps actuellement dans les médias, notamment en France ou aux États-Unis, que je trouve ça intéressant d'en parler. Si tu acceptes, mais tu peux tout à fait m'envoyer sur les roses, est-ce que tu veux bien me parler de la reprise, si j'ai bien compris, de la majorité dans ta boîte? Parce que si j'ai bien compris, à un moment donné, en fait, vous aviez perdu le contrôle, c'est ça? Non, enfin, pour le coup, on l'a jamais perdu. OK. On avait fait rentrer un fonds d'investissement. La boîte a failli collapser, déposer le bilan. Et en fait, bon, le fonds à ce moment-là a complètement a pris de la distance. D'ailleurs, à l'époque, il m'envoyait une lettre recommandée en me disant on est responsable de rien. On était en Mmh. directoire et conseil de surveillance. Donc, en l'occurrence, le risque pour le fonds était quasiment nul. Mais bon, j'ai un peu senti, pour le dire avec mes mots, c'est au rugby quand tu as une bagarre générale, j'ai eu un peu le sentiment que j'étais au milieu de la bagarre et qu'il n'y avait plus personne. Ouais, Il n'y avait plus personne autour de moi, donc ça a été un peu dur, mais avec les ouais. managers, avec Olivier Delavoye qui a été cofondateur de la boîte avec moi, voilà, on s'est soudés, on a tenu la baraque. Bon, j'ai pris mes responsabilités en termes de caution perso et autres. Et puis plusieurs années après, une fois que la boîte a été redressée et que le fonds a été très surpris de voir que finalement, bah, ça s'était pas si mal passé que ça, on a eu l'opportunité de les racheter et on les a rachetés. Mais ils étaient minoritaires, ils n'ont jamais été majoritaires, on n'aurait pas été jusque-là. Et on a retrouvé une totale indépendance qui me va bien, mais je m'interdis pas un jour de refaire appel à un fonds. Mais si on fait appel à un fonds, il faudrait que ça soit un fonds qui adhère
à la Mmh. vision long terme qui est la nôtre, au fait que le cycle de l'investissement, de l'innovation et de l'entreprise, c'est pas le quarter, c'est pas le mensuel, c'est pas l'hebdo, on gère des cycles sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec des vraies stratégies d'investissement. Nous, on investit 10% de notre chiffre d'affaires tous les ans en tech et data. Si je veux gérer uniquement en fonction de l'EBITDA et de la Ouais. rentabilité court terme, j'arrête quoi. Mais so what, c'est pas ça. Donc nous, il y a des enjeux énormes aujourd'hui dans nos métiers autour de l'intelligence artificielle. Bon bah, j'investis. On décide d'investir, on décide d'y aller, et on gère du temps long et on assume les à-coups. Et qu'est-ce que cette histoire, avec le fond t'a appris? Est-ce que ça t'a appris quelque chose, justement? Bah, qu'il faut s'aligner sur les valeurs. C'est-à-dire, moi j'ai rien contre les fonds, mais il y a des fonds qui ont des logiques, très court terme, très héroïstes, et donc s'il y a un hiatus entre la vision de l'entrepreneur, moi j'ai pas fait une entreprise pour la vendre, j'ai Mmh. fait une entreprise pour la développer. Et je respecte parfaitement ceux qui font des entreprises, pour la vendre. Enfin, encore une fois, l'important c'est d'être aligné, et donc heu si, bon, à l'époque, nous, quand on fait rentrer le fonds, en fait, la boîte, on l'a créée en 94 avec Olivier. Elle a connu une accélération très, très forte. Arrivée la bulle internet, là, nous, on est plus malins que les autres, on vend les pelles et les pioches. Et en fait, dans la ruée vers l'or, en fait, quand il y a plus d'or, il y a plus de pelles et de pioches non plus, hein. Donc, Mmh. on a perdu 80% de la marge brute en 6 mois. C'était sismique. Et en fait, bah, on a réussi on a failli déposer le bilan, ça a été affreux, on a beaucoup communiqué avec les gens, on a fait partir les gens, mais ça s'est bien passé parce qu'il n'y avait pas de cas sociaux, enfin ça restait, des gens relativement jeunes et puis on a beaucoup parlé, beaucoup expliqué, et après on a réussi à redresser la boîte. Qu'est-ce qu'on en retient? C'est qu'il faut aligner les valeurs, c'est qu'il faut que les gens qui investissent avec toi, ils investissent sur le même corpus de valeurs et la même Mmh. vision. Et nous, notre vision, c'est le long terme, c'est pas une boîte qu'on crée pour la vendre, c'est une boîte qu'on crée pour la transmettre, c'est une boîte qui a des spécificités et si, vous partez sur un corpus de valeurs qui est pas le même, même si les autres valeurs sont acceptables aussi, ça marche pas. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ta vie? Et notamment, j'ai en tête évidemment le fait de concilier, bah, tes 2 vies quoi, de président de la fédération et de dirigeant d'entreprise. Puis aussi une troisième vie de mari et De mari et de de voilà, père, exactement. heu moi, je bosse le lundi et mardi, je bosse chez Cospirit. Le mercredi et jeudi, je suis plutôt à Marcoussis, au Centre national du rugby à Marcoussis. Et le vendredi, samedi, dimanche, je fais le tour de France, dans les clubs, pour aller, voir les Donc des collectivités, terrains, très terrain. le terrain, oui. Enfin, la vérité est pas à Marcoussis, la vérité, elle est, sur le Mmh. terrain. Puis moi, je suis un grand, que ce soit chez Cospirit ou à la fédération, je suis un grand défenseur du local. C'est vraiment, les batailles se gagnent localement. Qu'est-ce qui est difficile, l'intensité, éventuellement par moment la fatigue, mais rien n'est difficile en fait. Si t'es, enfin, ce qui est difficile parfois, voilà, si, ce qui est difficile parfois, c'est quand on se sent déçu par des gens dont on est proche. Voilà, c'est la seule chose qui soit difficile dans la vie. Heu, Quand, vous êtes déçu par quelqu'un pour qui vous n'avez pas d'affection, c'est pas grave. Quand vous êtes déçu Mmh. par quelqu'un dont vous êtes proche, c'est le seul truc difficile dans la vie. Mais sinon l'organisation, est juste l'organisation, elle est facile dès lors que ce que tu fais est aligné avec ce que tu veux faire. Fatigue, je veux bien qu'on en parle. C'est un sujet pour beaucoup de dirigeants d'entreprise Mmh. quand même. Mmh. Fatigue, mauvaise alimentation, rythme de vie, dégueulasse, santé quoi. Enfin, tu vois? Comment est-ce qu'on gère une vie hyper remplie? Est-ce qu'on se crée des règles pour faire en sorte qu'on arrive, si tu veux, à tenir dans le temps quoi? Parce que tu dis qu'en plus, toi, tu as une vision long terme, donc à un moment donné, il faut être aligné. Non, mais, alors moi, je suis un très mauvais exemple, hein. Au rugby, on aime manger, on aime picoler, on aime boire des coups, on aime, rigoler avec les copains. Le seule règle que je me suis fixée, c'est celle du jeûne intermittent, en ne prenant plus de petit déjeuner. Bon, mais c'est Ce déjà qui pas me mal, ça te fait Voilà, un petit cadre quoi. ça voilà, c'est un cadre que je tiens, Mmh. et qui me voilà, et sinon, non, mais faut en profiter, enfin, j'ai pas envie de Tu te prends pas la tête.
Je te pose la question Non. parce que j'ai eu, déjà sur le podcast des personnes, je pense notamment à Xavier Fontanet, tu sais, qui était l'ancien CEO de Essilor. Lui, c'était un autre sujet, c'est qu'à l'époque, comme Essilor était une boîte mondiale, il se déplaçait, mais énormément partout dans le monde et il me disait: «Mais sincèrement, l'enfer sur terre de devoir prendre l'avion». Alors je te parle pas de l'empreinte carbone, mais à l'époque, on y pensait moins. Juste, le déplacement permanent fait que tu as un décalage horaire en permanence. Tu sais même plus si c'est matin, midi, soir. Enfin, il était retourné en permanence et donc pour lui, ça, physiquement, si tu veux, c'était un frein à son travail. Bah, écoute, moi, je me suis organisé. D'abord, donc je voyage en train, c'est parce que tu travailles beaucoup mieux, C'est enfin, clair. voilà. Moi, j'ai besoin de je travaille 7 jours sur 7 sur tous les sujets, que ce soit ma boîte, que ce soit, la fédération française de rugby et heureusement, j'ai ma femme qui m'accompagne souvent, dans les déplacements, donc on vit ça aussi un petit peu, à 2. Donc en fait, on privilégie le train pour pouvoir travailler. Je conduis jamais, si je suis obligé de prendre la Mmh. voiture, donc je vais toujours me débrouiller pour, avoir des gens qui me conduisent et comme ça je peux bosser dans la voiture aussi. Enfin, aujourd'hui, on peut bosser en remote, on peut bosser à distance, donc je peux travailler, entre 2 trajets, je peux travailler sur Cospirit et c'est une vie qui me convient très Mmh. bien. Après elle est intense, mais j'ai toujours aimé ça. Si tu me mets sur une plage, l'été, je m'emmerde au bout de 2 minutes, et demie, donc j'ai besoin, le rugby a fait partie de ma vie, l'entrepreneuriat, aussi, et ça s'impose à moi plus que je ne le décide, donc je le vis pas négativement parce que, comme j'ai coutume de dire, entreprendre, c'est comme une envie de pisser, pour le dire un peu vulgairement. À un moment, j'aurais été incapable de travailler dans un grand groupe, et d'assumer et je suis très admiratif des gens qui le font. Mmh. Mais ils sont probab s'ils le font, c'est qu'ils sont probablement alignés avec cette vision-là. Je pense que l'enjeu important, c'est d'avoir le choix, c'est de se don c'est de s'écouter suffisamment, voilà. C'est de s'écouter suffisamment pour faire ce dont tu as envie. À partir du moment où tu en as envie, même si de temps en temps tu es crevé, même si de temps en temps tu as une déception, mais, bah, en fait, globalement, tu es quand même, tu Mmh. aligné, donc ça va, quoi. Encore une dernière question perso et j'arrête de te pourchasser. Tu as dit à plusieurs reprises que ta femme, était un soutien indéfectible et que sans elle, sincèrement, cette vie serait assez compliquée parce Mmh. que d'une certaine manière, je peux imaginer que si tu as une femme qui n'est pas contente avec Mais ce rythme de vie, bon, c'est compliqué. Justement, est-ce que le fait de s'entourer de personnes, ben, de soutien quoi, hein, ça a été essentiel dans oh ta vie? bah, oui, enfin dans la phase, où on a failli déposer le bilan, de Cospirit, sans Françoise, il y a des moments là, pour le coup, c'était, ouais, vraiment un choc. Enfin, moi, j'ai fait un ulcère de la cornée, un ulcère de l'estomac, et je me suis dit: «Mais» tu vois? En plus, tu sors d'HEC, tu as plutôt une réussite, voilà, tous les indicateurs sont au vert et puis bam, tu prends un mur, pleine gueule. Bon, bah, là, la famille compte, voilà. Ça doit forger le caractère. Si tu l'acceptes, Florian, je vais passer à mes questions de fin que j'appelle le crible. C'est toujours les mêmes questions pour mes invités. C'est des questions un peu philosophiques, on va dire, tu vas voir. Allons-y. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler? Et surtout, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements que tu en as tirés. Bah, j'en ai un peu parlé, oui, le quasi, dépôt de bilan ou pas loin, vraiment on est passé à rien et le fait de tenir le choc et cetera, je pense que ça a été une expérience de vie, forte. Après plutôt, une vie, qui se passait bien, HEC, C'était la première sportive. fois que tu avais un gros échec comme ça? Ah Enfin, ouais, je pense. ouais. Ouais, je pense que c'était le vrai premier échec, et puis on tombe de son arbre et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Comment est-ce que si on est normalement constitué, on doute et moi d'ailleurs, j'ai toujours de toute façon, j'ai toujours douté. Moi, je considère que le doute est un puissant moteur de l'action, que c'est pas du tout négatif de douter, au contraire, quoi. Il faut pas que ça te frigorifie, mais c'est quelque chose d'important. Mais ça, ouais, ça a été un vrai choc. Paradoxalement, la 1re campagne, perdue contre Bernard Laporte, en fait, lui, il pensait gagner avec 80 des voix. Parce que moi, il avait commencé sa campagne en Oui, tu étais disant, pas connu, quoi. «Grill, on s'en fout, il y a que sa mère qui le connaît». Ouais, Sympa. c'était pas très élégant, mais en fait, ça m'avait aidé, parce que ça Ouais. m'avait aidé à lancer.
la campagne. Et puis comme on a organisé un vrai maillage avec 500 militants qui maillent tout le territoire, etc., en fait, ils ont fait un boulot phénoménal et on a fini à 13 clubs d'écart sur 1950 clubs. Donc dès le lendemain, je suis reparti. Puis au rugby, tu apprends à gagner et à perdre. Donc Mmh. même dans mon métier d'agence média, tu gagnes un pitch, tu perds un pitch, tu rebondis assez vite. Donc voilà. Mais non, le vrai gros choc, c'est celui-là. C'est le quasi-dépôt de bilan en 2001, quand la bulle Internet a explosé, qu'on a perdu 80% du chiffre d'affaires en 6 mois. Là, c'était sismique. Et ça te renvoie à des doutes sur ta capacité. Est-ce que socialement, est-ce que publiquement, c'était dur aussi? Il y a des personnes, pour qui, ces périodes d'échec, en fait, sont encore plus dures parce qu'ils se mettent une grosse pression à cause du regard des autres. Est-ce que pour toi, ça a été un sujet? Ça, enfin, moi, je suis d'une génération à HEC, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs à l'époque. Donc déjà, j'étais un peu atypique dans le milieu des. Depuis, c'est devenu très plus Mmh. à la mode entre guillemets. Moi, quand j'ai voulu lancer mon entreprise, j'ai été voir ma banque en lui demandant 50 000 francs. Désolé, ça me rajeunit pas. Que je voulais emprunter pour déposer le capital social. Mon banquier m'a répondu: «Ah désolé, nous la création d'entreprise on fait pas». Mais je lui demandais rien, hein, je demandais d'ouvrir un compte. Non, je lui demandais même pas d'emprunter, je demandais d'ouvrir un compte pour déposer 50 000 francs de capital Et ils voulaient social. pas? Non, donc j'ai dû me faire pistonner par un copain qui m'a aidé à ouvrir un compte pour déposer les 50 000 francs. Enfin, c'était quand même surréaliste. Donc j'étais déjà un peu, les gens se demandaient: «Mais pourquoi tu crées une Mmh. entreprise? Pourquoi tu vas pas dans les grands groupes?» Ouais. Mais simplement parce que je pouvais pas, parce que c'était pas aligné. Donc après, quand ça s'est mal passé, bah, ça a plutôt donné raison aux gens qui pensaient qu'entreprendre n'était pas Mmh. était pas la voie royale pour un HEC. Bon, et puis en fait après ça a remarché. On a eu le sentiment, avec les équipes, de créer plusieurs fois l'entreprise. Et puis après, c'est de l'adaptation au réel. Non, c'est pas c'est plus vis-à-vis de moi que j'ai eu une période de doute. Et puis après, je fais un Mmh. second ligne résilient qui met la tête dedans. Et puis, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, la seule solution, c'est là où il y a un petit bout de lumière. Et on a fini par le trouver. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Je Je enfin, tout, rien et tout, quoi. Enfin, comme je me questionne en permanence, il y a forcément plein de petits ajustements, plein de petites améliorations, plein de petites phases d'accélération, mais je remettrai pas en question les grands principes. Le plus grand des principes étant l'alignement et de Mmh. s'écouter, d'être, conforme à ce qu'on est, de toujours se dire, «Est-ce que je suis la meilleure personne à faire ce que je fais?» heu de se concentrer sur là où on a le plus de valeur ajoutée, de surtout pas essayer d'être le meilleur en tout, de s'appuyer sur les bonnes personnes, de choisir les gens sur l'état d'esprit plus que la compétence. Mmh. Voilà, ce genre de réflexion. Mais il y aurait plein de petits ajustements, mais pas les grands principes. Tu vois, là, quand tu me parles, bon, déjà, j'ai énormément de bon sens dans tout ce que tu dis, c'est clair. Heu, je pense qu'une question que mon audience me poserait, enfin, ou te poserait plutôt s'ils étaient à ma place, c'est: «Oui, mais moi, en fait, je sais même pas qu'est-ce que je veux? Je sais pas comment être aligné. Je sais pas là où je suis fort, là où je suis pas fort». Et toi, on a l'impression que tu as une forme de lucidité sur ces sujets-là. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui nous écoutent, qui se questionnent justement et qui parfois se font influencer aussi, je pense, par d'autres et qui ne savent plus exactement, quels sont leurs repères sur, bah, là où ils vont briller, là où ils font pas briller, là où ils sont bons? De lire, d'être curieux, de regarder, d'écouter, de parler avec les gens, de s'inscrire dans un club de rugby, de sortir de son cadre, fermé, de jamais se laisser, tu vois, par exemple, moi, je suis président de la fédé, je pourrais très facilement m'enfermer à Marcoussis et ne voir que les équipes de France. Et et je me bats, sans difficulté, mais j'ai imposé le fait de dire: «Non, la vérité, elle est pas là, Mmh. elle est dans les clubs». Et là, je rentre d'un tour où j'ai été,
à Oyonnax, à Chaponnet, à la Tour du Pin et à Tournon, voilà. Parce que la vérité, elle est là. Il faut sortir du... moi, j'étais dans un milieu plutôt favorisé, et le rugby m'a ouvert à de la diversité. Moi, je pense que pour être aligné, il faut être curieux et sortir de son univers Ton naturel, microcosme, quoi. de son microcosme. Qu'est-ce que tu trouves beau, Florian? Alors ça peut être au sens, vraiment complètement littéral, esthétique, hein, mais ça peut être aussi métaphorique, La famille. la famille. À l'inverse, je suis obligée de te poser la question, qu'est-ce Qu'est-ce qui que t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'enrage? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu méprises? Enfin bref, pareil, ah, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que hmm, qui t'irrite? voilà, la tricherie, l'absence de franchise, la, Ça, c'est vrai la qu'on malhonnêteté, voilà. on se dit, c'est vrai que dans des métiers de sport en plus, bon, il y a quand même des règles Hmm. justement qui Oui, sont bah, assez droites. non, bah, typiquement, au rugby, on apprend le respect de l'adversaire, on apprend le respect de l'arbitre. C'est une frontière qui est vraiment ténue, qu'il faut défendre absolument. Les parents mettent leurs enfants dans les écoles de rugby parce qu'ils savent qu'on va leur apprendre ces règles du respect et Mmh. du vivre ensemble. Et il faut jamais lâcher là-dessus parce que en fait, le sport se médiatisant, on peut vite basculer dans le... Voilà, moi je suis monté au front là, bah, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu des débats sur l'arbitrage. Je suis monté au front en disant mais nous au rugby, quoi qu'il arrive, l'arbitre il est faillible, comme un joueur. Il n'y a pas un arbitre qui fait 100% de décisions justes, et au rugby on accepte ça. Et c'est très important, voilà. Donc respecter, c'est un enjeu. Et donc moi ce qui m'irrite, c'est quand on respecte pas, c'est quand on s'écoute pas, c'est quand on n'est pas attentif, c'est quand Mmh. voilà, quand on est excessif. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation que tu aimes, que peut-être, tu te répètes, peut-être que je sais pas, tu as écrit quelque part, enfin bref, une citation, une maxime qui te parle particulièrement, que tu pourrais partager avec nous? René Char, Saisis ta chance, c'est une truc, La fameuse, voilà, la elle est fameuse qui parle magnifique. beaucoup aux entrepreneurs. Et puis il y a une phrase de Camus, alors je n'ai plus la formulation exacte, mais c'est le bonheur, c'est de tout donner au présent, ou c'est quelque chose comme ça. Voilà, je retrouverai la formulation exacte, je ne l'ai plus. Écoute, je regarderai, je la mettrai, dans les Mm, notes de l'épisode, je te mm. remercie. Alors maintenant, on arrive à bientôt à la fin, hein, de cette, interview et de ce crible, mais j'ai une question que j'aime bien, c'est un peu ma question préférée. C'est la question de la croyance controversée. Est-ce que tu as, une croyance donc, qui n'est plutôt pas partagée, tu constates Mm, autour de toi et mm. tu aimerais bien en profiter pour, expliquer au monde quelle croyance c'est? Ouais, je l'ai un peu dit, une forme de l'éloge de la lenteur Mmh. dans la construction associative, avec tous les bienfaits que ça peut apporter à l'entrepreneuriat aussi. Ce qui est un paradoxe peut-être par rapport à l'entrepreneuriat où on a envie que tout aille vite. Ouais, l'éloge d'une certaine lenteur par l'acceptation qu'il faut donner du temps au temps pour que les gens comprennent, il faut donner du temps au temps pour mettre tout le monde à niveau, il faut donner du temps au temps pour embarquer tout le monde. Et il faut accepter les cycles Mmh. qui peuvent être des cycles longs et pas des cycles immédiats, quarterisés ou mensualisés. Voilà. Mais ce que j'entends dans ton propos aussi depuis le début de cette interview, c'est que lenteur ou patience ne veut pas dire ne pas être ambitieux et ne pas être volontaire. Ah ben non, mais je pense que la condition de la croissance, la condition de l'ambition et du voilà, enfin, moi je pense qu'il faut être résilient, il faut être absolument déterminé, mais donner du temps à la réalisation des objectifs. Voilà. Encore 2 questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis qui te vient à l'esprit? Plein, enfin, tout le temps. Je ne cesse de je considère, je n'arrête pas de me questionner, en fait. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça très bien que je pense que c'est parfait que j'ai un espèce d'équilibre entre le rugby et la vie entrepreneuriale, parce que je pense que je pourrais être chiant sinon. Parce que quand on est entrepreneur, on peut avoir le défaut d'être monomaniaque. Bon, donc Tout à fait. tu confirmes?
Donc le fait d'avoir plusieurs activités, ça répartit un peu la Je suis charge. d'accord. Voilà. Et voilà, mais je doute tout le temps. Il m'arrive de me réveiller, d'avoir envie de noter des trucs. Je change d'avis. C'est très bien de changer d'avis. Mais on est à la formule, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi, Alors attends, moi j'ai quand même une deuxième question pour toi par ouais. rapport à ce que tu dis. C'est en tant qu'entrepreneur monomaniaque, mais Mm, que sont tous les entrepreneurs, mm. comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu acceptes le fait que les personnes autour de toi ne sont pas aussi monomaniaques que toi? Parce que c'est pas toujours facile, ce sujet. Avec, je pense que j'ai maturé là-dessus. Il faut respecter. L'important pour moi, c'est l'alignement. Et donc, si les gens sont alignés avec ce qu'ils sont, c'est pas un problème. Enfin, chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut faire. Voilà. Chez les protestants, on a une parabole qui s'appelle la parabole des talents. L'objectif, c'est pas de faire le mieux, c'est de faire le mieux de tes capacités. Donc en fait, tu acceptes que chacun apporte à la hauteur de ce qu'il peut apporter. Le bénévole qui tient la buvette, il est incroyable. Mmh. C'est peut-être pas la fonction, enfin en l'occurrence au rugby, c'est une fonction totalement Assez clé. stratégique, mais c'est peut-être pas la fonction qui apparaît la plus stratégique, mais elle est incroyablement essentielle. Voilà, et si la personne le fait bien, l'important c'est que chacun fasse bien ce qu'il a à faire, quoi. Dernière question pour toi, Florian. C'est une question que j'aime bien aussi parce que moi, je suis une littéraire de formation. Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont touché, tu vois, peut-être transformé, dont tu pourrais me parler, m'expliquer pourquoi, en fait, c'est des livres qui ont compté pour toi? Moi j'adore, alors ça fait paraître un peu vieillot de dire ça. J'adore les fables de La Fontaine. D'accord. J'adore les personnages, ce que ça dit de la nature humaine avec sa grandeur et ses petitesses parfois. Et j'adore le personnage de Jean de La Fontaine. Tu connais l'épitaphe de La Fontaine? Non. Jean s'en alla, ça dit tout de la transmission et d'une forme d'humilité et de la logique de passage. C'était quand même un homme immensément grand et connu à l'apogée de avant sa mort, à l'apogée de sa carrière. Donc j'ai essayé de le faire de tête. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire, et pour son temps bien su le dispenser, en fit deux parts qu'il se plut à passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Génial. Pas mal. Pour un mec qui a eu autant d'impact sur son temps et qui a été capable de tenir des discours aux puissants, au roi, qui De était quand manière même détournée et pas oui, oui. très rentre-dedans quand même. Avoir autant et à une époque où l'humilité n'était pas forcément la règle absolue, avoir autant d'humilité, heu, 2 parts qu'il se plut à passer, l'une à dormir et l'autre à Mmh. ne rien faire. Jean de La Fontaine. Ça a Il y de la a il y gueule. a une ou 2 fables, en particulier qui t'ont marqué? Bah, oui, les animaux malades de la peste, selon que vous Mmh. soyez que vous soyez, selon que vous soyez, puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront, blanc ou noir. C'est dur. Mmh. Je te remercie 1000 fois Florian, c'était, un très beau moment. S'il y a un dernier message que tu veux faire passer, alors déjà si on veut te suivre, De mettre vos enfants dans les écoles bah, de alors ça j'ai rugby bien compris, et de venir vous y investir comme bénévole parce mais que et donc ça pour le faire, on est d'accord qu'il faut tout simplement aller sur le site de la fédé de voilà, rugby? il y a 1950 clubs en France, j'espère qu'il y en aura beaucoup plus demain, et il faut s'inscrire dans les clubs de rugby, y accompagner des parcours de vie, y vivre des aventures humaines collectives. Et attends, une question pour toi, on peut commencer le rugby quand on est déjà À adulte? 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, le rugby à 5, C'est cette ça? formule, on peut jouer en mixité, on peut jouer avec, son épouse ou son mari, on peut jouer avec ses enfants, à cette Sympa. pratique, sans choc, sans plaquage. On peut développer le rugby dans le monde scolaire parce que, bah, on peut jouer dans un gymnase ou dans une cour d'école. Voilà, le rugby a beaucoup apporté à la société. Il y a aussi beaucoup de tu sais, d'entrepreneurs et de dirigeants d'entreprises, parfois assez importants qui écoutent le podcast. Est-ce que pour eux aussi tu as un message? Ah oui, moi je rêve de leur dire, voilà, en fait, il y a ces petits clubs du quotidien, ils sont pas capables d'accéder aux fonds de dotation du Crédit Mutuel, de Total Énergie, de Capgemini, de ci, de ça, et cetera. De ces grandes sociétés qui ont des enjeux de RSE et en fait souvent, il y a du il faut leur donner la possibilité de soutenir ces micro actions locales et moi, c'est l'objectif de la fédé d'être la tête de réseau qui va aider
à valoriser le travail de ces armées de bénévoles qui sont essentiels au Mmh. tissu social et qui sont incapables de les contacter. Donc, aidez-les par le biais de la fédération. Nous, on est capable d'identifier les clubs qui font le boulot de l'éducatif et de la citoyenneté. On est capable, parce qu'on a une base de données qui s'appelle Ovalie, qui dit tout sur les clubs. Je peux dire combien il y a de gamins en zone de revitalisation Mmh. rurale, en QPV, de rugby adapté, de rugby santé, toutes ces choses-là. Aidez-les, aidez la Fédé, et nous, par votre intermédiaire, on va soutenir ce tissu local qui est essentiel à la société. Voilà. Et donc, s'il y a des entreprises, s'il y a des chefs d'entreprise qui ont envie d'investir dans le rugby, on sera ravis de les aider à le faire, et on le fera en mécénat. Et puis, si on a qui veulent de la visibilité classique et les modèles classiques, on sera ravis de les C'est accueillir en partenaire. Mais moi, je veux développer le volet du mécénat et de ouais la responsabilité sociétale et des donc ça se entreprises. passe pareil sur le site de la fédération? Oui, ou que florian.grill@ffr.fr. Eh bah, très bien, ça sera passé. Alors tu risques d'avoir 2-3 mails qui tombent, je te C'est pas, préviens. peut-être tant mieux, c'est pas grave. Florian, merci 1000 Merci fois pour beaucoup. ton temps.